Vous le voyez, c'est une jeune artiste qui est originaire des Lilas et qui vit et travaille à Paris et Marseille. En fait, rien que cette ligne est déjà intéressante parce qu'elle laisse à supposer un côté nomade qui caractérise éminemment la démarche et la manière de vivre, je dirais, de Anaïs. Et comme peut-être vous le savez, le nomadisme, c'est aussi un peu ce que j'aime bien. Alors, je voudrais juste, comme toujours, pour entrer dans la matière, Anaïs, que tu nous donnes un peu quelques éléments de ton parcours. Alors, par exemple, on ne va pas refaire tout, mais malgré tout, études scolaires sur Paris, au Lilas, dans la région parisienne ou bien complètement ailleurs? À Paris au départ. Oui. Et je suis toujours restée à Paris pendant longtemps. Donc d'abord l'université parce que j'avais une grande appétence pour la théorie, la littérature et la philosophie. Mais ne vous affolez pas. Hein. Non, ne vous affolez pas. Non, mais c'est pour vous amorcer un petit peu l'indication qu'on retrouve un rapport aux mots dans mon travail qui est récurrent. Et puis pendant que je concevais ma thèse, je suis allée voir du côté des Beaux-Arts à Rueil-Malmaison, puis à Rouen. Alors, est-ce que ça veut dire que au lendemain des études secondaires, quand tu t'engages dans ce travail de doctorat, tu n'avais pas l'intention d'entrer dans le champ des arts plastiques? Si, j'ai toujours été en fait, et j'avais pas au départ forcément l'intention de faire un doctorat. Et alors, donc c'est les choses qui se développent petit à petit, et j'ai fait un cursus vraiment art plastique, mais j'avais un intérêt pour l'enseignement qui m'a amené dans ce cursus-là très tôt. J'ai fait une classe préparatoire littéraire spécialité art plastique, et j'étais en lycée section art spécialité. Alors juste comme ça aussi, pour ma curiosité, quel était l'intitulé de ce doctorat? L'art d'habiter par la création numérique. L'art d'habiter par la création numérique. Et je pense que tout est dit et vous le comprendrez à la fin de cet entretien. Je crois que c'est un résumé quand même pour beaucoup de ta démarche plasticienne. Oui, alors qu'elle a beaucoup évolué depuis. Bien sûr. Et la thèse finissait sur un principe d'installation instable. C'est-à-dire que j'allais chercher l'instabilité à l'endroit où par installer, on suppose comme ça une instauration dans l'espace. Moi, je m'intéressais à des principes de déplacement. L'instabilité instable. Vous voyez, que je vous l'avais dit, hein, ça va parfois être un peu peut-être pittoresque. Alors, l'école des beaux-arts, ça a été quoi? Où est-ce que tu as fait l'enseignement de l'école des beaux-arts? À quel endroit? Alors, je suis arrivée en 3e année à l'école de Rueil-Malmaison. À Rueil-Malmaison, donc périphérie parisienne, et puis? Et ensuite à Rouen. Pour le DNSEP, comme on appelle. Mais je continuais à vivre à Paris parce que j'étais toujours liée à l'université. Et déjà, j'ai engagé ce mode de vie, de faire des allers-retours entre plusieurs lieux. D'accord. Alors, ce qui est intéressant effectivement dans cette histoire nomade, c'est que vous allez le mesurer très très vite quand on va découvrir les images, c'est que Anaïs, on va le dire comme ça, sans que ce soit négatif ou positif, mais Anaïs a le goût de la résidence d'artiste. Elle a le goût et elle a surtout la pratique de la résidence. Et chaque fois que je la vois, on se voit, disons, une fois tous les 2 mois à peu près, quand elle est de passage à Paris, elle me parle d'une nouvelle résidence qu'elle va faire. Et tout le travail vit de ces ponctuations qui sont aussi bien des ponctuations géographiques, culturelles, humaines. Et tout ça va être pris en compte dans le travail. Alors, ce travail, oui, mais oui, vas-y. Alors, par rapport à la résidence, c'est vrai que ça devient un moteur de travail, dans la mesure où, même si j'ai besoin de me recentrer par période à l'intérieur de l'atelier et en quelque sorte digérer ce que j'ai vécu dans l'ailleurs, me reconcentrer, me recentrer, ce qui stimule le travail, c'est justement d'aller au dehors et d'aller rencontrer d'autres espaces. Et la résidence, c'est ce qui me permet aussi d'avoir des points de concentration, puisqu'il y a souvent des ateliers qui me sont proposés ailleurs, des endroits de concentration où j'ai le temps de me confronter à d'autres espaces
et de tenter provisoirement d'y habiter. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis en t'interrogeant. Est-ce que, malgré tout, ce mode-là n'est pas risqué par rapport à la question de l'éparpillement et de l'absence de continuum d'une réflexion? Alors, le risque de... Est-ce que vous m'entendez bien, là, si je parle plus fort? Oui, tu peux peut-être te rapprocher un petit peu. Être en résidence, c'est d'emblée être en risque parce qu'on va vers l'ailleurs avec les résidences se diversifient de plus en plus et à chaque fois, c'est des modalités de travail qui nous sont proposées qui sont différentes à chaque fois. Donc, c'est forcément le risque de l'ouverture, mais qui engage un jeu d'adaptation. Et moi, ce qui m'intéresse depuis un moment, c'est pas seulement d'être sur des propositions qui relèvent de l'in situ ou du contextuel, mais c'est aussi justement de déceler des lignes en pointillés qui traversent les différentes expériences de résidence. Et c'est ça que je travaille et que je mets de plus en plus en exergue, notamment à travers la série Stratum. Et c'est justement ce qu'on va essayer de vous montrer avec les images. Alors, ces images, je les ai regroupées en plusieurs séquences. Et en effet, on va y déceler irrésistiblement un fil rouge, en quelque sorte, comme elle le dit, qui va prendre une forme particulièrement importante et développée, nombreuse dans ce développement, avec une série qu'elle a déjà nommée Stratum, mais on n'y est pas encore. Donc, ce que je me propose de faire, c'est de vous montrer tout d'abord un certain nombre d'images pour mettre en place, en quelque sorte, des éléments qui me paraissent être dès le début de cette aventure, des signes qui vont être mis sur le tapis ou qui vont structurer, fonder la démarche par la suite. Donc, je les passe les images, on y reviendra après. Je ne les ai pas pour que vous découvriez. Sur le mode de l'installation, par exemple, vous voyez cette vue d'une prestation qu'elle a faite au But de Chaumont en 2010. Donc, c'était... il y a quand même déjà 11 ans de cela, hein. C'était une jeune artiste, bien sûr. On va en reparler sur le plan de l'intention et de l'objet. Autre installation qu'elle réalise alors qu'elle est à l'école de Rueil-Malmaison, et vous le voyez tout de suite, ces images vous parlent d'une entité qui est l'invasif, l'invasion. Et ça, c'est un élément qui est très important, comment dans le travail, elle va entraîner le regardeur à s'immerger dans des situations qu'elle s'invente, ou qu'elle invente plutôt. Ici, sur le mode de la performance, il y a deux choses que je voudrais qu'on retienne de cette prestation. C'est évidemment tout ce qui est d'un rapport au corps, dès lors qu'on parle de la performance, c'est très important. En même temps, vous voyez dans la légende, l'œuvre, cette prestation plutôt s'appelle cloque. Comment prendre ce mot? Je dis ça parce que ça va revenir un petit peu, la question du langage est très importante dans le travail d'Anaïs. En fait, il faut peut-être l'entendre comme quelque chose de l'ordre de l'onomatopée. Les mots qui suivent, FEW, c'est le lieu à Wattwiller en Alsace. Une autre image, pour vous donner encore cette intention d'occuper l'espace. Sur l'île d'Oléron, avec une autre prestation par rapport à des meules de foin. Et ici, là clairement par rapport évidemment au langage, dans les Pyrénées, si j'ai bonne mémoire, l'Ariège, ce lac où elle va occuper aussi l'espace par une prestation, qui sont tout cela des prestations évidemment temporaires, hein, ça ne reste pas en place, et c'est très important de bien prendre la mesure de ceci. Et enfin, dans cette première séquence, plutôt un arrêt sur image qu'une performance à proprement parler, mais qui est très importante à mes yeux. On retrouve ce mot de cloque, qui est comme une cloque, une enveloppe, comme elle m'en parlait il y a peu, et dans lequel elle met pour titre cloque de mots, ce qui souligne bien son importance, l'importance du langage. Et vous le voyez, un matériau, d'ailleurs je vais me tourner vers elle, juste un petit mot, qu'est-ce que c'est le matériau qui enveloppe le corps de ce japonais, puisque c'est un japonais qui fait
disons la performance. C'est Akiva Inbari qui est plasticien aussi. Non, mais, et voilà, bien sûr. Alors, c'est tout simplement du papier imprimé. Papier imprimé. Voilà, c'est de l'impression laser parce que je cherche un noir assez profond et je garde un blanc de papier sans jaune. Je cherche des contrastes très forts. Alors, Anaïs, si je reviens sur les images sans que l'on s'y arrête trop longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais de mémoire, cette intervention, flottement cellulaire, c'est des bâches imprimées, mais quel est le motif qui est reproduit sur ces bâches imprimées? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai commencé d'abord par m'intéresser beaucoup au corps et j'allais chercher avec l'appareil photo ce qui relevait du micro, de l'infime, et j'étais déjà dans des rapports à chercher à rendre le petit très grand. Et j'ai photographié mes papilles. Voilà. C'est une photographie de ma langue qui vient rencontrer un milieu, un lac qui devient lui-même comme un milieu salivaire et vient comme ça se disséminer à l'échelle du paysage avec la répétition des mêmes éléments, mais qui vient faire que le corps peut évoquer des nénuphars, des constellations ou autre chose. Tout ce qui réfère à la notion de l'eau réfère au corps. Hein. 95% de notre corps est fait d'eau. Alors, on va passer à l'image suivante. Ici, quel est le propos de ce travail? Alors, le point de départ, c'était d'aller rencontrer un lieu qui avait été marqué par la marée noire de l'Erika, le Croisic, et j'ai été très marquée par ce lieu parce que je suis attachée sur un plan d'histoire sociale. La bougie. Et j'y suis retournée 10 ans après cet événement, et il se trouve que quand j'y suis retournée, c'est une marée blanche d'écume telle que je n'en avais jamais vue qui avait surgi. Et je me retrouvais face à une inversion du noir et blanc, et sachant que la marée noire est arrivée en pleine nuit, donc c'était aussi comme un prolongement de la nuit. Et je me suis intéressée à l'aspect en termes d'image fantastique que pouvait avoir le surgissement de cet événement. Et là, pareillement, ces petites boules noires à ramasser, comme l'indique le titre, c'est des froissements de papier? C'est encore du papier imprimé de texte. Et quel texte? Alors là, c'était… non, mais en 2 mots, la réponse. C'était la reprise, justement, je parlais de la dimension fantastique, mais ce n'est pas exactement le bon terme. Mais je suis allée du côté du conte de Blanche-Neige, et j'avais modifié ce texte en remplaçant chaque couleur par le terme noir. Et avec un principe de répétition, j'avais écrit un texte sous une forme d'édition, mais dont le graphisme se donnait à voir aussi comme un mouvement de marée ou d'écume. Et ce texte prenait là une deuxième forme qui était celle de boules froissées dans l'espace, à la fois qui parle d'une impossibilité de l'écrire et puis d'une invasion de la recherche d'écriture. Donc, performance ici, le mode de la performance, au sens, je dirais, tel qu'on l'entend aujourd'hui dans le langage de l'art contemporain, ça n'est pas vraiment ton territoire. Non, pas du tout. C'est plutôt des performances que tu diriges. On pourrait presque dire de la chorégraphie, non? Alors, j'appelais ça des sculptures performances parce qu'en fait, tout le principe, c'était qu'on n'identifie pas que ce soit des corps humains à l'intérieur. On allait chercher quelque chose de dynamique, mais qui pouvait appeler l'animal, le floral, la lave, enfin, quelque chose de vivant, mais qui n'était pas formellement structuré par l'humain. Alors, je ne pouvais pas les diriger. Parce que quand on est à l'intérieur de ces éléments qui sont en fait des ensembles de vêtements récupérés, cousus avec du fil élastique, on ne peut pas savoir à l'avance quel mouvement on peut faire, à quel endroit on peut être bloqué par un tissu qui est très dur et à quel endroit on va rencontrer une manche qui nous laisse un espace de liberté. Donc il y avait tout au départ des temps d'expérimentation, d'exploration qui étaient totalement libres, et puis petit à petit s'est structuré une sorte de rythme, mais il y avait toujours une part d'improvisation. Alors, une question qui m'intéresse, dans l'organisation d'une telle prestation, est-ce que, comme on en parle au cinéma, est-ce qu'il y a un storyboard que tu écris, ou est-ce que c'est simplement quelques lignes génériques que tu indiques, je dirais, à tes comédiens, hein, je fais le parallèle encore, en tout cas à tes assistants ou à tes collaborateurs, comment tu le penses en amont, ce type de prestation? Alors,
on est sur des questions de rythme et de crescendo. Alors au départ, c'était vraiment totalement exploratoire et notamment on a fait ça aussi de manière sauvage dans la rue comme on ne peut plus le faire maintenant. Petit à petit, en effet, là on est sur un temps événementiel, donc il y avait une structure qui était déterminée par des rythmes. Au tout départ, c'est totalement immobile, c'est-à-dire que les gens se disent c'est juste des tas de tissus qui jonchent là et on ne s'attend pas du tout à ce qu'est l'émergence du vivant. Et puis, il y avait l'arrivée de micro-mouvements qui faisaient appel à des réactions de type micro-perception, c'est-à-dire « Ah, mais ça a bougé, est-ce que ça a bougé ou pas ?» On est sur un temps de flottement d'incertain à cet endroit-là. Et puis ensuite, le mouvement se déploie de plus en plus et surtout, on va essayer de chercher à activer tous les possibles, à développer un mouvement très rapide, très lent, à avoir des effets de surprise, de réactivité. Et puis ensuite, à la fin, petit à petit, il va y avoir la sortie de coquille, surtout quand on est là en extérieur, c'est-à-dire la sortie du corps, qui peut jouer d'abord d'apparition de mains à travers les manches, à travers les trous. Il y a quelque chose de la naissance aussi, évidemment. Voilà, mais ce principe d'essayer d'explorer tous les possibles d'une matière, c'est ce que je vais développer maintenant à partir du dessin, de principe de dessin matrice qui se déploie aussi. Alors ici, donc cette prestation, je le disais, qui renvoie à la notion de meule, parce que je crois savoir que ce sont des éléments qui sont dans une matière plastique, je suppose, et qui prennent forme par le fait du foin. Alors oui, il y a du foin qui est taillé à l'intérieur. Et en surface, c'est du tissu qui est recouvert de peinture et vernis. Donc on a ce développement des sculptures performances qui parfois vient prendre des formes plus arrêtées et sculpturales. Qu'est-ce que c'est que cette récurrence du rouge? À quoi ça correspond? C'est vrai qu'il n'y a qu'une seule couleur quand une couleur émerge dans mon travail. Alors, je ne vais pas dire c'est du corps. Je vais plutôt dire c'est quelque chose de vif qui, pour moi, renvoie à une sensation de dynamique d'ébullition. Quelque chose que, sur un plan visuel, je n'arrive pas à arrêter. Quand je perçois du rouge, j'ai l'impression d'avoir en permanence des flux rouges qui m'arrivent. Donc, c'est une couleur qui m'apporte ça. Et puis, je me suis aperçue petit à petit que quand j'ai rencontré l'Islande en résidence, que le rapport à l'univers volcanique me parlait aussi terriblement. Et dans mes dessins, sous le noir et blanc, il y a toujours quelque chose du flux en ébullition du rouge, comme sous les volcans noirs et blancs d'Islande, il y a toujours le magma rouge qui est en effervescence. Alors là, le titre, c'est CAPS. La signification? Ça renvoyait ça n'est pas un acronyme. Non. C'est APS, non. Une abréviation. De capsule qui renvoyait aux capsules d'un animal. Alors là, c'est vrai qu'il faudrait que je replonge là-dedans. D'un type d'animal marin, c'était des œufs de type d'animaux marins qui étaient en voie de disparition au niveau du rivage. Et c'était une manifestation qui nous demandait d'aborder le refuge. Et voilà, quelques éléments. Non, mais c'est bien. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus simple d'abord, la lecture, cette espèce de dérive, je dirais, de ces mots. Irrésistiblement, ça nous fait penser à ces soupes de nouilles qu'on mangeait quand on était petit. Alors, j'ai aussi produit des sculptures avec des pâtes alphabet que je peignais en noir et dans de la mousse de polyuréthane. Il y a toujours cette tension entre quelque chose du langage qui cherche à structurer et cette impossibilité qui me ramène en permanence à une matière profuse ou fluctuante. Et là, les mots, on les voit sous une forme de photographie arrêtée, mais en réalité, on perçoit un petit peu des ficelles blanches parce qu'il y avait quand même un lest. Les arrimés. Oui. Sinon, ça partirait totalement écrasé au rivage. Mais les ficelles sont assez lâches pour permettre les mouvements des lettres. Donc, elles sont en reconfiguration en permanence. Et cette installation est quand même la suite de la première image que vous aviez vue, flottement cellulaire. C'est le même principe, sauf que là, au lieu d'image de langue, on a l'image de langage en train d'essayer de se construire. De langue à langage, évidemment, c'est assez logique aussi. Voilà. Si je reconstitue, du moins, peut-on reconstituer un texte avec le choix des lettres que tu as faites ou pas? Absolument pas, même si on en a très envie, parce qu'on a en permanence tendance à vouloir
remettre Bah, les on mots est cartésien, en ordre. on est cartésien. Remettre les mots en ordre. Difficile de J'aime les bien échapper. laisser les mots en désordre, en tout cas les rendre dynamiques. Bah, de toutes les manières, le travail, comme on va d'ailleurs le voir, balance en permanence entre ordre et désordre. De la même manière que, à l'issue de cette première séquence, on retrouve l'image dont on parlait tout à l'heure, il y a quand même des éléments de langage, justement, que tu utilises, qui sont récurrents. Tu parles de l'émergence du vivant, tu parles de micro, de macro, de rythme, tu parles d'éléments en voie de disparition. On a un peu le sentiment d'entendre, en quelque sorte, sinon un discours, du moins la parole d'un scientifique plus que d'un artiste. Quel est le rapport que tu as aux sciences? Il n'y en a pas ou c'est intuitif? J'ai vraiment juste un rapport de curiosité. Mais tu t'informes, tu lis des bouquins là-dessus? Oui, je m'informe et j'aime beaucoup le vocabulaire de tout ce qui touche à l'astronomie, par exemple. Enfin, je suis fascinée. Alors, je ne comprends pas tout, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est les choix de termes, parfois très métaphoriques ou qui sont liés à des aspects visuels. Mais je ne suis pas du tout une spécialiste des sciences, mais je suis fascinée, par contre, par cette Tu as travaillé avec des scientifiques? J'ai travaillé avec des scientifiques. C'est arrivé. C'est arrivé, notamment des géologues, pour aller un petit peu plus loin que ma grande attirance pour les minéraux. Oui. Et puis, quand je cherche des vues microscopiques aussi, alors précisément, ta grande attirance pour les minéraux, des vues microscopiques, on va passer à la séquence suivante qui va être une séquence consacrée davantage au travail de dessin, j'allais dire d'écriture, ce qui n'est quand même pas complètement incohérent, puisque dessin et écriture, c'est un peu le même combat. Et on va découvrir un certain nombre d'images qui sont donc soit du dessin, soit aussi une forme, je dirais, de dessin et d'écriture, mais qui se donne dans une matérialité qui est la céramique, car c'est quelque chose aussi qui est important, car ce qui est à noter dans ton travail, dans ton parcours, les quelques, disons, 15 ans à peine de construction, d'œuvre, c'est cet intérêt aux matériaux comme on va en prendre encore plus conscience. Tu parlais de l'affinité du dessin et de l'écriture. Alors, ce qui ne se perçoit pas dans cette image, parce qu'en fait, c'est un très grand format, c'est que dans mes dessins, très souvent, il y a des mots qui sont pris dans la matière graphique et qui sont aussi des tentatives d'énoncer quelque chose d'une expérience, mais qui, à peine écrits, sont aussitôt raturés, parce que repris dans le flux gestuel d'un dessin qui cherche aussi à cerner une matérialité. Alors, donc ici, vous l'avez vu, c'est un dessin qui s'appelle Germe, et comme le dit la notice qu'elle-même rédige, dessin et mots mêlés, donc encre sur papier, etc., et un grand format qui dépasse sa taille, plus de 2 mètres et des poussières en hauteur. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on est avec un élément qui est séminal, pour le moins, c'est-à-dire qui est vraiment atomique, noyau, au sens de la quête d'une origine, enfin du lieu d'une origine, sinon la quête. Et ça, c'est un élément qui me paraît très important chez toi, cette façon dont tu donnes un travail qui se place toujours à l'origine. Oui, alors, 2 éléments. Premièrement, au départ, le motif, le sujet de ce dessin, c'est une patate qui dépérit à mesure qu'elle donne germe. Donc c'est pour ça qu'on a cette texture voilà, un peu méandreuse qu'on voit surtout en bas, et puis au centre, on voit les germes qui arrivent. Et puis, de fait, sur le plan de la composition, dans ce dessin, on peut vraiment lire le fait qu'il y a un centre. Il y a très souvent un centre dans mon travail, quelque chose qui tend à sortir de ce centre, et en même temps, une forme globale qui contient. Et il y a une tension entre ce besoin d'expansion, rapport à l'espace aussi de prolifération, et puis un espace qui est celui de la forme qui vient resserrer. Voilà encore un autre objet qui, une fois de plus, vient confirmer en quelque sorte cette dialectique ambivalente entre nature et langage. Pour le moins, dans la question qu'elle pose dans le titre, le langage est-il corail?
et dans la technique même que tu appelles, c'est-à-dire la céramique, pour tenter de suggérer justement cette particulière matérialité du corail lui-même. Donc, on est toujours dans cette histoire du vivant et même finalement, dans le travail que l'on découvre petit à petit, du vital, hein, le vital au sens fondamental de l'existence. Donc, ce travail de céramique, comment c'est advenu l'idée d'aller vers la céramique? Alors, c'est arrivé plusieurs mois après une résidence en Islande, dont je parlais tout à l'heure, et j'ai retrouvé dans la céramique quelque chose de l'Islande et des volcans. Parce que la céramique, c'est une matière qui passe de la souplesse à des états liquides et qui va se durcir. De la même manière que quand j'étais en Islande, je me suis intéressée aux pierres de lave. Et quand on regarde bien les pierres de lave, toutes les bulles de l'ébullition de la lave sont prises à l'intérieur. Et dans cette matière dure, on retrouve quelque chose des flux de la lave en effervescence, en ébullition. Et puis, quand on ziote à l'intérieur du four à céramique, c'est rouge incandescent, comme l'intérieur d'un volcan, et c'est quelque chose auquel on ne peut pas accéder parce que c'est tellement bouillant qu'on est obligé de le regarder avec une certaine distance tout de même. Et comme vous avez peut-être pu le lire à l'écran, dans la matière de cette céramique, hein, on aperçoit le titre, le langage. La gage, on ne le voit pas. Est-il, on le voit bien. Co, on le voit encore. Rail, on ne le voit pas. Donc, c'est vraiment cette volonté de mixer les deux éléments, de n'en faire plus qu'un, en quelque sorte. Ça fait penser un peu à Jean-Luc Godard qui, quand il parle du cinéma, dit que ce qui l'intéresse, c'est la troisième image, c'est-à-dire celle qui advient de la collusion de deux autres. Oui, alors, mon premier geste, quand j'ai eu un bloc de céramique entre les mains, ça a été d'utiliser une pointe métallique et d'effectuer les mêmes gestes que quand j'ai un stylo. Et j'ai commencé par dessiner avec des rotrines qui sont des stylos métalliques. Et j'ai fait le même geste de percussion et d'inscription dans la matière céramique que quand je travaille sur une feuille, le dessin. Je rigole parce que je te vois faire le geste et je me dis que tu es dangereuse, que ce que tu commets là, c'est une blessure. En tout cas, il y a quelque chose d'une trouée parce que quand je travaille sur une feuille de papier, je bute en surface de la feuille. Même si je cherche à faire émerger le volume, comme on l'a vu dans le dessin précédent. La céramique, j'ai ce volume entre les mains et je vais chercher à faire émerger le dessin. Il y a quelque chose qui se cherche l'un dans l'autre. Ouais. On découvre là, à nouveau, sous une onomatopée Glock, un objet céramique qui, dans sa forme, évidemment, peut rappeler toutes sortes d'éléments animal ou végétaux d'ailleurs, hein. On est dans un entre-deux, toujours cette faïence. Et là, c'est un travail donc qui est fait pareillement. Il n'y a pas le recouvrement ici. Comment est-il opéré? C'est la matière, c'est l'émaillage? Oui, c'est de l'émail. Donc alors d'abord, c'est de la faïence rouge. Et je parlais des volcans et je vais encore y revenir parce que je ne cesse d'y être. Et par-dessus, en fait, c'est de l'émail noir et blanc. Le blanc est apposé sur les parties les plus en relief et le noir vient dans les creux pour visuellement les rendre encore plus profonds. D'accord. Et ça a été mes premières céramiques. Et c'est celles qui sont les plus chez l'Islande et vraiment à ces pierres de lave qui sont toutes pleines de trous. Et je me suis aperçue aussi en faisant cette pièce, parce qu'en fait là j'en parle comme ça, mais il y a beaucoup d'involontaires qui advient. Je me suis aperçue aussi que dans leur présence dans l'espace, ça me faisait penser à des îles, parce qu'il y en a plusieurs, donc ça m'apparaissait comme des archipels. Et déjà je me suis dit qu'il y avait ce trouble du grand et du petit, parce que quand je regarde l'Islande, finalement l'Islande c'est comme une grande pierre de lave. C'est un grand amas géologique minéral avec plein de trous parce que plein de volcans. Et du coup, par analogie, le une petit métaphore, et le grand, voilà. Oui. Une métaphore. Des coïncidences entre le petit et le grand qui alimentent mon travail. Alors, là, on n'est plus avec la céramique, mais avec les dessins. Elle en a parlé déjà tout à l'heure de cette pierre de lave, Gardurst en Islande.
Oui. Un Gardur, c'est en Islande. Donc un voyage qui a été très très important. Ce voyage, il a été en 2015, je crois, hein, le premier, il me semble. Oui, tu dois le savoir mieux que moi. L'hiver 2015-2016, parce que D'accord. c'est une résidence, alors je vais quand même le dire, en bord de mer, donc avec un vent cinglant, et on découvre l'Islande noir et blanc. Alors, bon, tout le monde ne connaît pas l'Islande, mais à la limite, quand on s'intéresse au travail d'Anaïs, on peut comprendre pourquoi elle est allée sur ce territoire, qui est vraiment un modèle même de l'apparition du monde, de l'origine du monde même, en quelque sorte. Donc, Pierre Delave, dessin et mots mêlés, toujours crayon et encre sur papier. Donc, je l'ai dit dans cette deuxième séquence, on va alterner entre des dessins et des céramiques, parce que justement, ces dessins, qui sont des dessins vraiment très bien, enfin, c'est un très beau travail graphique, et très laborieux aussi, hein, je le suppose. C'est un grand format, un petit format? C'est aussi un grand format, à peu près 2,45 m. Donc ça, c'est une question de l'échelle. On y reviendra tout à l'heure dans les installations qui vont venir. C'est très important, effectivement, chez toi. Voyons le suivant. Alors, on est toujours avec de la céramique. Alors là, je voudrais que tu me donnes les clés du titre. Art, plus loin R. Alors, c'est le deuxième R est détaché du premier. D'ailleurs, on le voit bien dans l'image. C'est quoi? C'est venu comme ça et... Il y a toute une série avec d'autres lettres. Alors, je ne vais pas dire des mots, parce qu'on n'est pas justement à l'état du mot. Là, ce serait presque l'avant du mot. C'est la manière dont le mot lui-même tend à sortir en ébullition, à être même pas en construction, parce que là, il ne s'agit pas de construction, mais en train de se matérialiser. Et c'est un ensemble d'éléments qui étaient mis en espace. Donc, ils venaient s'accrocher au mur, ils venaient jouer entre les rapports, une partie qui était au mur, l'autre qui était au sol ou en angle. Et ça parlait plutôt de quelque chose de l'ordre du bruissement, de sorte de bruit qui pouvait traverser l'espace. Donc, c'est pas tant un titre qui est à concevoir comme un mot signifiant, mais qui désigne l'arrivée du langage dans l'espace. D'accord. Donc, dans une certaine structure qu'on pourrait dire, le mot l'écrit le texte. Oui, remonter à l'avant du mot, à l'émergence du texte, mais qui vient rencontrer la texture, qui vient chercher une présence physique dans l'espace, en fait. C'est comment le mot nous vient de rencontre. Donc le mot avant le mot. La tension vers le mot, le mouvement qui va vers le mot. Le mouvement qui va vers le mot. Et on retrouve d'ailleurs cette notion de dynamique qui gère quand même l'essentiel du travail. Oui, et là, la texture est toujours inspirée de celle de Pierre Delave et la teinte aussi, en fait. Là, dans une espèce de qualité un peu plus secrète, je serais presque tenté de dire, alors un titre, là, qu'il va falloir que tu expliques, parce que alphabet culinaire, sauf peut-être à avoir la pièce dans la main et pouvoir voir à l'intérieur ce qu'il y a pour comprendre ce titre. Sinon, c'est simplement les lettres encore de la soupe enfantine. Non, alors j'ai réalisé cette pièce après un voyage en Chine. Et ce titre, je l'ai mis après coup, parce qu'au moment, alors c'est de la porcelaine, donc c'est mes premières pièces en porcelaine. Donc quand on explore une nouvelle matière, c'est d'autres gestes aussi et d'autres attentions. Et puis, après avoir vu la pièce finie, en fait, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais pris en photo en Chine et qui était un gâteau que j'ai trouvé là-bas, qui avait plusieurs couches qui semblaient blancs, qui était blanc à l'extérieur avec des textures comme, je ne sais pas exactement ce que c'était, et puis à l'intérieur, c'était très sombre. Et quand j'ai croqué dans ce gâteau, c'était très étonnant parce que je ne comprenais pas du tout ce que je mangeais. Et tout mon voyage en Chine, en fait, ça parle du fait que je ne comprenais pas non plus, du coup, tout ce qui était écrit et tout ce que je mangeais. Et j'étais obligée de m'accrocher à des éléments visuels. Et du coup, ça parle comme ça d'un rapport, qui ne peut pas être un rapport au mot parce que je ne comprenais pas l'écriture chinoise, mais qui allait chercher par d'autres biais des points de repère, mais sans pouvoir les trouver. Et en même temps, voilà, cette pièce, elle nous parle aussi toujours d'un rapport entre un contenant et un contenu qui travaille par l'intérieur. Ce qu'on perçoit en surface, ces petits picots
enfin, ce qui Oui, est comme un noir et comptage. blanc, Comme un voilà. comptage. En fait, c'est que je rends la porcelaine blanche liquide que j'applique au pinceau calligraphique pour qu'elle soit bien répandue sur la porcelaine noire. Et ensuite, avec ma pointe métallique, je vais gratter en surface et c'est un geste qui, pour moi, renvoie à celui de l'écriture. Dans sa linéarité, dans sa régularité Dans ses prémices. Voilà, et dans sa temporalité. Parce que ça peut rappeler les fameuses tablettes mésopotamiennes. Donc une intention de signe, mais qui n'aboutit pas à des mots identifiables. Alors, on reste dans la cuisine, si je puis dire, puisque là, on a un magnifique dessin. Et je ne vous cacherai pas que chaque fois que je le vois, je pense à un dessin que vous connaissez peut-être pas, mais je vous recommande d'aller regarder sur Internet. C'est une fleur de tournesol faite par Mondrian. Mondrian, il manque la tige et ça pourrait être déjà ça. En tout cas, ici, il ne s'agit pas de tournesol, il s'agit de Atemoya. Et Atemoya, tu m'as dit, et j'ai appris, on apprend toujours plein de choses à la fréquentation des artistes, j'ai appris que c'était un fruit. Un fruit de quel pays? C'est un fruit que j'ai trouvé lorsque j'étais en résidence au Brésil et que je ne connaissais pas du tout. En résidence au Brésil. Et au Brésil, je ne sais pas si je dois tout dire maintenant. Si attends un peu. Peut-être on attend les autres. Ceci étant, là, c'est un. Qu'est-ce qui t'intéressait comme motif? Pourquoi tu t'es saisi de ce motif? Bon, au Brésil, j'arrive sur site, je sors de l'avion et je suis marquée très très vite par deux processus. C'est un pays qui est dit avec beaucoup de pauvreté et puis il y avait aux bordures des campagnes, quand on était sur l'autoroute, dans les villes, partout des vendeurs de fruits. Et j'ai découvert des formes de fruits que je n'avais jamais vues avant. Il y avait une sorte comme ça de richesse en termes de variété et de culture fruitière végétale. Donc ça, c'est un premier élément qui m'a marqué. Et ce qui m'intéressait dans ce fruit que là, j'ai observé depuis la tige coupée, enfin le reste de la tige coupée, c'est quelque chose justement qui exprime ce processus de développement, ce processus de croissance du fruit et qui est visible dans sa forme même. Et puis le deuxième phénomène que j'ai rencontré assez vite au Brésil, quand je suis sortie de l'hôtel où je suis arrivée de nuit, je ne savais pas à l'extérieur où je marchais, c'est-à-dire entre le trottoir, la rue, les tas de sable de chantier, j'arrivais plus à percevoir les limites. Et plus tard dans mon séjour, je retrouvais sur les trottoirs plein de tas de matériaux de construction qui m'obligeaient à modifier ma manière de marcher. Donc c'était sensible sur un plan corporel et puis en termes de paysage. Et m'a été dit plus tard, sur place par les étudiants au lieu où j'étais accueillie, qu'en fait, il y avait beaucoup de chantiers de construction qui étaient commencés et qui étaient interrompus et que tout restait en plan. Et qu'on n'était jamais sûr, quand on commençait une construction, de pouvoir la finir. Ça, plus aussi les montagnes de favelas qui sont construites de briques et de brocs avec ce qui est trouvé, et en même temps qui sont absolument fascinantes, incroyables de cette manière de construire sur des montagnes. Alors, je crois que on va avoir l'occasion de le mesurer dans les démarches que tu vas faire de tes installations. Donc, je voudrais avancer un peu plus en montrant cet autre dessin du Brésil, de Recife, donc, qui est un cristal, non seulement les fruits, le végétal, mais le minéral. Donc ça, c'est ne faire que confirmer, je dirais, les obsessions qui sont les tiennes. Et quand tu parlais tout à l'heure de la description de l'Atemoya, je me disais que finalement, tu avais quand même toujours un regard qui était très analytique, voire scientifique, pour revenir là-dessus. On a l'impression qu'il y a une précision de chirurgie à vouloir restituer la constitution naturelle, donc végétale, géologique ou minérale, de l'objet dont tu te saisis. Ce qui m'intéresse, c'est quand je regarde la forme d'un élément, une pierre ou un fruit, c'est de rentrer dans son processus, dans sa genèse en quelque sorte. Et pour ça, j'essaye d'être plus attentive, mais ce qu'on ne perçoit pas là, quand on voit les dessins de très près, c'est qu'en fait, la ligne, elle est à la fois minutieuse et très gestuelle. Et c'est ce qui va donner dans les installations à venir. Gestuelle, mais pas empirique.
Qu'est-ce que tu entends par reproduction? Instinctif, elle procède toujours de l'observation. Oui, mais elle est vraiment gestuelle, c'est-à-dire qu'il y a de la percussion, il y a de la rature, il y a du grattage. D'accord. Il y a quelque chose quand même d'une expressivité, parce que en fait, justement, Pas distancié, je veux dire. je cherche à restituer au mieux l'objet que j'ai devant les yeux, mais j'ai bien conscience que je ne peux pas y parvenir. C'est quoi? C'est la quête de la substance? C'est la quête de l'arrière-fond, j'ai envie de dire, et c'est pour ça que je Ça parlais… s'appelle peut-être la substance. Oui, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ce geste de percussion, comme chercher à trouver. C'est comme si je cherchais à aller à l'intérieur du fruit. Alors, non pas dans son intérieur charnel, mais à son avant, à son origine. Et juste, on retrouve là aussi dans ces formes quelque chose qu'on pouvait percevoir dans les céramiques aussi, oui. Formellement. Un contenant et puis une matière très profuse. Et alors, ça n'est pas simplement en Chine ou au Brésil, ça peut être aussi sur des territoires plus hexagonaux, comme par exemple cette pierre de lave, donc sans doute, que tu as trouvé à Audierne. En Bretagne, et il m'intéressait justement d'avoir comme ça un reflux de quelque chose de l'Islande qui m'arrivait à un autre endroit et que j'ai ramassé sur la plage, donc qui m'arrivait de la mer. Mais si tous les cailloux que tu ramasses t'en fais des dessins, tu ne vas jamais arrêter de travailler. Ah non, alors souvent je ramasse beaucoup de cailloux, surtout quand je vais dans les montagnes, je reviens avec des sacs à dos chargés de cailloux. Et ensuite, je resélectionne. Et c'est tout un… Quel est le caillou qui va rester à la fin? Voilà. Alors, justement, on va passer maintenant à une autre séquence, en quelque sorte, où on va découvrir un mode de travail qui a changé, en quelque sorte, dans cette période, on va dire, autour de 2017. Et notamment ici, dans cette première image, où on retrouve, peut-être on le repère assez facilement, tous les éléments noirs sont à rapprocher de la faïence noire de Art R. C'est exactement les mêmes pièces qui sont remises en situation. Mais qu'est-ce qui grimpe au mur, enfin qui va sur le sol? C'est des photocopies? C'est de la photocopie. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de la photocopie? Et alors, il y a eu beaucoup de prémices aussi, même quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, c'est que j'aime la photocopie avec sa faculté d'agrandir et de rétrécir. Question d'échelle, toujours. Et d'agrandir même démesurément. C'est-à-dire que je me souviens que je mettais des textes dans la photocopieuse, j'agrandissais au maximum. Et puis, ce qui était agrandi, je le remettais sur le scan de la photocopieuse et je réagrandissais. Donc ça, c'est la même chose que ce que tu disais quand tu perces. C'est-à-dire que tu vas chercher, tu écartes, tu extends, tu étends, tu essaies de trouver quelque chose au plus profond, au plus loin, à l'infini en quelque sorte. Exactement. Et quand j'arrive à des installations qui sont immersives, c'est-à-dire dans lesquelles le spectateur peut rentrer, c'est parce que au départ, moi aussi, j'ai cherché à vivre cette expérience-là, d'une part dans les lieux où j'étais, où je suis immergée quand je suis en résidence, mais aussi à l'intérieur de petits éléments. Parce que peut-être ce qui est important de dire aussi, c'est que quand je ramasse un caillou, dans ce caillou, je vais retrouver en miniature tout l'environnement dans lequel je me perds, mais dans ce caillou, je le reprends en main. Et il y a quelque chose qui me permet de me mettre au travail d'un environnement dans lequel je perds mes repères parce qu'il m'est nouveau. Alors, ici, c'est du travail de photocopie, mais à partir de quel module? Alors, si on peut juste revenir sur l'image d'avant, c'est exactement le dessin que l'on aperçoit ici, qui est déployé dans l'espace. C'est-à-dire que ce dessin, je vais progressivement le rétrécir jusqu'à ce qu'il tende à l'infime d'un point tellement il est rétréci. Et puis, je vais l'agrandir démesurément, l'agrandir, jusqu'à ce que ces lignes noires qui, là, vous apparaissent toutes petites, apparaissent très, très grandes et remplissent presque l'ensemble. Et ensuite, alors tout ça, c'est imprimé sur des formats A3. Et ensuite, je redécoupe chaque format pour suivre, en suivant justement les aspérités de la ligne qui suivent celles des pierres, et je vais agencer les éléments dans l'espace pour produire des dynamiques. Donc, ce qu'on voit là, en fait, c'était en germe, c'était contenu à l'intérieur du dessin. Ça tient un peu de la cartographie aussi, ce que je vois là. Alors ici, en effet, ça évoque aussi quelque chose de la cartographie, de territoire. En fait, il y a toujours ce rapport à
à l'espace, au sens aussi d'essayer de le situer, cet espace, de lui donner un lieu. Oui, et comme je disais aussi, de retrouver dans la pierre quelque chose de la pierre de lave, quelque chose qui parle d'un territoire beaucoup plus global. Et en Islande, tu parlais de la connexion de l'Islande à l'origine. C'est ce qui m'avait marqué en Islande, c'est à la fois des paysages de l'ordre de l'étrange et en même temps qui sont connectés au centre de la Terre et qui nous parlent du monde entier dans sa globalité et dans sa genèse. Une question qui me vient en regardant cette image, les autres d'ailleurs pourraient aussi me servir de prétexte. Donc là, on est dans une galerie à Rouen. Sur le plan d'une économie, soyons un peu pragmatiques et terre à terre, un artiste, c'est un citoyen comme un autre, il faut qu'il gagne sa vie. Des installations comme celle-ci, elles ne sont pas destinées à être vendues. Qu'est-ce qui est économiquement accessible à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on vend là? Soyons un peu terre à terre. Hein. Alors, on vend la possibilité de créer une nouvelle installation pour un nouvel espace et d'être rémunéré pour cette prestation parce que c'est un temps de travail sur site. Donc, ce que tu soulignes là, c'est une activité qui passe par ce principe dont on parlait au début, qui est la résidence. Ce n'est pas l'économie privée du collectionneur. Ça pourrait l'être de me confier une pièce ou un coin dans une pièce et qu'il y ait comme ça une nouvelle potentialité à partir d'un même dessin qui se déploie dans ce nouvel endroit. Alors maintenant, je fais… Bon, appel à qui veut. Hein. C'était pas l'objectif, tu sais. Non, moi non plus, c'était pas mal. Ma question n'était pas dans ce sens. Après, j'en viens à des formes qui sont maintenant avec d'autres matériaux qui sont des modules et qui se déploient quand il y a une existence d'objets. Ce que j'aime aussi, tu parlais d'économie, j'ai presque envie aussi de parler d'économie d'espace et de transport. Ce que j'aimais beaucoup avec les photocopies, c'est que, alors bon là c'est une petite installation parce que ça fait partie des premières. En fait, vraiment la première c'était au Brésil. Et c'est qu'en fait je mets tout ça dans ma valise et que dans ma petite valise, je peux déployer des très grands espaces. C'est Marcel Duchamp ça, avec… la boîte en valise. Non, pas la boîte en valise. Ah, j'ai oublié la sculpture qui tendait dans l'espace avec des élastiques. Mais c'est un modèle quelque part. On va regarder comment les choses vont évoluer. Voilà par exemple, dans ta galerie parisienne, qui, disons-le d'emblée, hein, ce n'est pas une énorme surface, hein, la galerie de Brigitte Négrier, que l'on salue, je ne sais pas si elle est à nous écouter. En tout cas, elle a beaucoup d'audace, cette galerie, parce qu'effectivement, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile de montrer ton travail. Alors là, tu as travaillé dans un coin, mais c'est très intéressant parce que ça dit bien qu'effectivement, ce travail, on peut finalement te demander de venir l'installer quelque part, de créer une pièce spécifique. Là, tu as travaillé, alors, quand je regarde l'image, je me dis, mais comment ça tient? Oui, alors… Juste un mot sur le comment ça tient. En dessous, ce sont des strates de plans, mais qui tiennent, ça c'est sûr, oui, mais qui tiennent par des amoncellements qui sont créés sur place et dont je ne suis pas capable de concevoir des plans. Et notamment, là, je me souviens, pour créer davantage de surélèvement, je suis allée prendre au niveau du trottoir devant la galerie, j'ai trouvé quelques parpaings qui étaient laissés et je suis venue les mettre ici. Tout à l'heure, je vous parlais de ces tas de matériaux de construction que j'ai trouvés au Brésil. Là, on peut lire Atemoya, donc c'est la reprise du dessin qui est découvert au Brésil et qui, dans sa mise en espace, vient rencontrer comme ça quelque chose d'un tas, d'un espace un peu précaire, qui est en même temps dynamique. Et puis, alors c'est à la fois, il y a quelque chose de la légèreté aussi qui advient, mais donc on a du mal à situer en fait en termes de relief, de plan. Qui est tellement profus qu'il excède un petit peu la compréhension de l'espace. Alors, avec le dessin qu'on avait vu tout à l'heure, qui s'appelait Cristal Récifé, qui vient lui aussi du Brésil, te voilà à La Rochelle, dans un espace d'art consacré, organisé dans un lycée, donc à La Rochelle, et tu viens y créer une installation. Alors, c'est vrai que cette installation, elle est assez parlante, sans qu'on en dévoile le mode de fonctionnement, mais on comprend bien que ces éléments
parallélépipédiques sont, je ne sais pas, des caisses ou des éléments. Ce sont des socles récupérés sur voilà, place. Des socles, voilà, des socles qui permettent de structurer l'espace et de modifier surtout cet espace. Parce que ton souci, c'est quand même de perturber l'habitude perceptive qu'on peut avoir d'un espace que l'on connaît ou que l'on peut supposer être, comme ici par exemple. Donc, on a même presque l'impression ici que tu oblitères un passage de circulation. C'est le cas? Non, c'est un espace qui est clos. Qui est clos. Et souvent, ce qu'on m'indique, c'est qu'on a l'impression que les espaces que je crée sont beaucoup plus grands que l'espace réel quand on les perçoit directement. Les volumes que je vais chercher, ils sont toujours liés à quelque chose qui est dans le dessin. Ces dessins de cristaux, donc il y avait des angles saillants, et je vais aller chercher des volumes qui sont aussi angulaires, et je vais orienter ces angles du côté du spectateur. À la fois, ça structure et ça déstructure l'espace. Oui, alors comme tout à l'heure, excuse-moi, mais je reviens, comme tout à l'heure avec le témoya, cette espèce d'efflorescence qui est le dessin qu'on a vu tout à l'heure, je parlais de Mondrian, et qui est dans la nature même du fruit. Donc c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est-à-dire il y a une forme de feuilletage qui vient là se déployer. Comme dans le dessin, on voyait quelque chose d'un principe de croissance, d'aller du plus petit, qui est là dans l'angle, le plus rétréci, au plus grand qui se déploie. Et ici, sur le mode cristallin du cristal de Recife. Voilà, et qui va chercher à produire un éclatement de l'espace. Et quand j'active au contraire la pierre de lave, je vais laisser des ouvertures dans l'espace comme un principe de porosité. Donc il y a une relation plus que de sens, je dirais de nature géologique, de nature constructive. En fait, quand je déploie un dessin en installation, j'ai l'impression de suivre juste ce qui était déjà dans le dessin et déjà dans le motif de départ. Dans la structure même du… Voilà, je n'ai pas l'impression d'ajouter quelque chose, mais de déployer naturellement des dynamiques qui sont déjà là. Et ce qui est aussi important de dire, c'est qu'un dessin va générer toute une suite d'œuvres. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que finalement, le processus est fondé sur un principe de révélation. Révélation des forces internes. Oui. Et le dessin est certainement par nature, je dirais même savamment ontologique, d'être de l'ordre de la révélation. Oui, et j'insistais tout à l'heure sur la gestualité du dessin, parce que quand on regarde les dessins que je fais de près, même s'il y en a qui sont très petits aussi, on est en prise à une ligne qui est comme un flux. Et c'est parce que cette ligne est flux que dans son agrandissement, elle va rendre l'espace aussi fluctuant, vacillant en termes de perception. Éloge du vital, pour revenir à ce mot, qui je crois est finalement la flèche vectorielle de ta démarche. Voilà un détail de cette proposition. Et puis, on passe sur un autre mode, totalement différent, avec une œuvre, un ensemble de pièces que tu as placé sous le nom de Pinaculum. Et bien entendu, assez rapidement, on fait la relation entre leur forme, que l'on voit ici dans le jardin du cloître des Augustins à Toulouse, et cet objet architectural qui est le pinacle. Comment c'est arrivé cette histoire tout à fait différente de ce qu'on vient de voir et même de tout ce qui était précédent? Tout d'un coup, une géométrie très cadrée, très cartésienne, bien sûr toujours ce dessin. Alors je ne sais pas quel est le choix, le motif qui est reproduit sur les surfaces. Des racines. Ah oui, c'est des racines de faux cyprès coupés. Voilà, les racines sont coupées. Les racines sont coupées. Alors, comment c'est arrivé de passer à cette dimension, je dirais, très organique, à quelque chose qui devient cartésien, géométrisé, cubiste? J'ose le mot cubiste. Alors, c'est vrai que quand on… Il y a comme une contradiction. Oui, surtout qu'on a vu beaucoup au départ le rapport au corps, le végétal, des matières qui relèvent peut-être de l'informe aussi. Ouais. Et puis d'un coup, il y a quelque chose qui tranche. Et il y en a eu les prémices quand même au Brésil, où je vous parlais de ces chantiers, où j'ai rencontré l'architecture sous une forme de processus précaire, c'est-à-dire incertain. Et c'est là où j'ai commencé à être fascinée par l'architecture, parce que ça venait aussi créer une sorte de vacillement dans mes représentations de ce que peut être un mur comme étant solide, fixe et déjà établi.
Et là, d'un coup, le processus rentrait aussi dans le champ de l'architecture. Et donc, il y a eu des prémices, des premières tentatives au Brésil notamment. Et puis, il y a eu cette confrontation. Donc, c'est un cloître, c'est vraiment un espace vert, mais qui est à l'intérieur, qui est entouré de bâtiments, au musée des Augustins. Et le musée des Augustins rentrait dans une phase de travaux. Et c'est aussi un bâtiment qui était religieux au départ, qui a suivi plusieurs périodes de construction avec des remaniements. Et il m'intéressait de réactiver, de remettre sous les yeux en quelque sorte une architecture comme ça qui est en évolution et d'imaginer, de projeter encore d'autres devenirs de cette architecture, alors qui apparaissent noir et blanc comme des images un petit peu fantasmatiques qui ne sont pas faites de pierre, qui ne sont pas matérielles et qui seraient comme ça en train de germiner du sol. Et cet intérêt pour l'architecture va se confirmer peu à peu. Alors là, donc ça, c'est Là, c'est une autre déclinaison. Voilà, donc ce sont exactement les mêmes pièces qui sont réagencées différemment à la cathédrale Saint-Étienne et qui viennent s'ajuster à la structure de l'espace. Et il faut quand même dire que quand on lit l'ensemble des blocs rassemblés, quand même les lignes traversent les volumes et on y perd un petit peu. Le dessin fait le lien. Oui, tout à fait. Et là, toujours à la cathédrale Saint-Étienne, c'est vrai que ce qui est intéressant avec ces modules, c'est que tu peux les décliner, j'allais dire, un peu sur le mode du jeu du Lego. C'est un peu audacieux de ma part, mais il y a quelque chose de ludique aussi dans cette manière. Voilà, donc c'est vrai que j'en viens à des formes qui font référence à l'architecture, mais je parlais d'habiter dans l'instabilité. Là, réellement, on en a un exemple, c'est-à-dire que c'est de l'architecture, mais qui n'est pas fixe et qui ne pourrait pas comme ça être totalement définie sur plan. Et d'ailleurs, quand je viens dans un espace, vraiment, je ne sais pas comment je vais agencer les éléments. C'est ce qu'aura lieu aussi à Thonon-les-Bains. Les choses se déterminent sur place à partir d'une appréhension de l'espace par le corps, en fait, d'abord. Le corps est toujours présent, en fait, dans la manière d'agencer. Et encore une autre proposition tout à fait intéressante de cette mise en... Enfin, deux images presque semblables, hein, mais qui permettaient de bien mettre en exergue le dialogue aussi que tu cherches à établir avec le contexte, évidemment. Oui, parce que, alors après, là, c'est vrai que je ne donne pas tous les éléments, mais cet intérêt pour des racines végétales, c'est que l'architecture gothique s'est développée en puisant dans la structuration des forêts. Quand on rentre dans une forêt par un oui. Voilà. On parle souvent de ces arches gothiques comme une forêt. Voilà. Et ça m'intéressait de voir comment l'architecture allait puiser sa structuration aussi dans des processus végétaux. Et à considérer cette image et à t'écouter, le cloître eût été roman, c'est-à-dire arc en plein cintre, tu ne l'aurais pas fait? Ou en tout cas pas de la même manière. Oui, et ça m'aurait semblé plus difficile. Alors, la cathédrale Saint-Étienne était également en chantier, donc il y avait vue sur des échafaudages au moment où j'installais. De toute manière, le chantier, c'est dans ton ADN. Oui, et puis ça crée une sorte Parce que c'est la métamorphose, c'est le mouvement de la vie. Et ce que j'aime beaucoup avec les échafaudages et surtout les grilles qui viennent en surface, c'est que c'est très graphique dans l'espace aussi. Oh, il y aura un échafaudage à Thonon-les-Bains. Magnifique. Alors, on arrive à un moment qui est assez important, qui est relativement récent, bien sûr. Hein. C'est cette résidence que tu vas faire en Suisse, à Sion, donc dans un pays de montagne, pour le moins. Hein, on n'est plus à La Rochelle, ni à Recife. C'est au bord de la mer, hein, Recife. Oui. C'est bien ce qui me semblait. Je vérifie dans ma mémoire. Et il y a un dessin qui va devenir un peu emblématique quand même. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que autant on a fait une traversée d'images relativement très variée et encore évidemment réduite en quantité par rapport à tout ce que tu as pu produire, autant on va rester là sur un fil que tu vas tirer et le tirer jusqu'à ce que vous veniez à Thonon-les-Bains à partir du 18 juin, voir ce qu'il en sera. Mais on va en parler. Donc, parle-nous de cette aventure, parce que c'est une aventure très forte. Je t'ai connu à ce moment-là, d'ailleurs, donc ça fait même pas 3 ans qu'on s'est rencontrés, et tu m'as beaucoup parlé de cette résidence
La montagne, ça me parle beaucoup. On est beaucoup, je pense, ce soir avec des gens qui habitent avec la montagne en panorama. Et surtout de la marche. Tu en as parlé tout à l'heure, hein, ton sac à dos rempli de pierres. C'est une façon d'habiter l'espace. C'est une façon d'éprouver l'espace et de s'y épuiser aussi. Et, j'ai quand même une pratique qui est répétitive et qui peut être à grande échelle et où je m'épuise très souvent. Mais dans l'épuisement, c'est là où on va aussi s'ouvrir d'autant plus. Tu vas rebondir. Au milieu qui est extérieur, parce que dans l'épuisement, on est moins conscient de ses propres limites et puis on est éprouvé par le rapport au site. Là où j'ai été extrêmement éprouvée, c'est par les glaciers en Suisse, alors, notamment le glacier d'Aletsch, et où je voyais une sorte de renversement des paysages noirs et blancs d'Islande, parce que là, je n'étais pas en prise avec le feu, mais avec la glace. Et donc, et en fait, tout ça, c'est en pointillé. Donc, en parallèle, je vais quand même marcher aux abords de Sion, et puis là, vraiment, alors j'ai ramassé plein de pierres, hein, mais je m'arrête sur une pierre qui va me faire m'arrêter longtemps. C'est qu'en fait, je tombe sur un mur qui était en lisière de champs et de routes, enfin de routes goudronnées, hein, et ce mur tombe en miettes. Et à peine je touche la matière de ce mur qu'il continue de s'effriter totalement, c'est-à-dire qu'il n'avait aucune tenue, et c'était vraiment de l'ordre à peine touché la matière. Voilà. Donc ce rapport à l'architecture, là, venait parler d'extrême fragilité, de friabilité, et qui venait à nouveau créer un choc dans mes représentations, d'une part que le minéral n'était pas forcément dur, et d'autre part que aussi un mur qui était dans mes représentations comme quelque chose d'une limite fixe, établie, définitive et forte, une séparation d'espace, pouvait comme ça assumer une sorte de délitement. Voilà. Et cette pierre, je l'ai tenue en main précieusement et je l'ai ramenée jusqu'au lieu de résidence pour pas qu'elle s'effrite davantage, parce que je pouvais vraiment pas la mettre dans mon sac à dos, celle-ci. Et en fait, alors c'est une pierre de schiste, parce que le schiste est composé de strates. Ça, c'est la scientifique qui parle. Non, ça, c'est le géologue qui m'a appris, je ne fais que retranscrire. Et c'est des strates qui étaient d'origine argileuse, donc c'est de la terre, on retrouve le rapport à l'argile qui s'est transformé en pierre. Et en fait, dans ces strates, alors déjà dans la forme globale, je retrouvais la forme du territoire de Sion, ou de la ville de Sion, et quelqu'un d'autre me l'a fait remarquer aussi. Donc tu parlais de géographie, et tout à l'heure je vous parlais aussi de rencontre du petit morceau qui vient me permettre de ressaisir en main quelque chose du grand territoire. Et puis en fait, je me suis aperçue que bah oui, les glaciers, c'est aussi des grandes strates. Et quand je marchais sur les glaciers, ce n'était pas du tout des surfaces lisses et blanches comme j'avais des vues du pôle Nord, des étendues planes. Au contraire, les glaciers en fait continuent d'avancer lorsqu'ils sont pris dans les montagnes. Et comme évidemment les montagnes ne sont pas lisses, le glacier est obligé d'adapter sa forme. Alors il remonte à certains endroits, il va se crevasser, il va se creuser à d'autres. Et ça devient une surface totalement vallonnée où je perdais mes rapports de qu'est-ce qui était horizontal, qu'est-ce qui était vertical. Et je perdais mes rapports à l'architectonique, à l'architecture, à l'orthogonalité. Et voilà, je me suis aperçue que dans cette pierre, il y avait quelque chose du sublime et du dessaisissement de cette marche sur les glaciers que je pouvais reprendre un petit peu en main. Et puis, troisième strate, si je puis dire, d'échelle, c'est qu'il y a des artistes et des scientifiques qui, au moment où j'y étais, nous alertaient sur la possibilité de nouveaux séismes, parce que les plaques tectoniques se rencontraient au niveau de la ville, avaient des fragilités, et que tous les 80 à 100 ans, il y avait un réveil possible et qu'on rentrait dans ce moment de risque. Donc, ce fil de la strate a été comme ça une manière de synthétiser. Ça condensait toutes tes problématiques, pour le dire. Exactement. Alors, on va voir qu'est-ce que tu vas faire précisément à partir de ce dessin et de tout ce que tu viens de nous dire, de cette appréhension que tu as eue de l'expérience, on va dire, des glaciers dans ces mouvements d'humeur qui sont pas loin de me faire penser, moi, au mouvement hercynien, par exemple, de plissement géologique. Donc,
Là, c'est juste une pièce. Alors, la nature de cette pièce, c'est une… La matière? Oui. Alors, c'est une pierre, un autre type de pierre qui s'appelle le gneiss, qui est composé de strates aussi, mais qui est beaucoup plus dur. Mais malgré le fait que cette pierre soit dure, parce qu'elle est composée de strates, elle pourrait aussi se déliter. Et c'est une pierre que j'ai trouvée donc l'été à l'endroit où le glacier se retire et qui porte dans sa forme à la fois la brisure et puis le mouvement de courbure, d'érosion que le glacier vient apporter. Et le dessin que l'on a vu avant est photocopié. Alors là, il est surtout rétréci, mais il est appliqué tout simplement avec, enfin pas du tout simplement, mais juste avec de la colle à papier peint, petit morceau par petit morceau, avec des incises à chaque fois qu'il y a rencontre d'un relief pour venir épouser totalement et envelopper. Donc il est en fait recouvert de la reproduction photocopie de ce dessin stratus précédent. Voilà, qui est morceau par petit morceau. Voilà. Donc un travail de diable. Et il y en a toute une série. Et voilà, ce dessin vient envelopper, c'est-à-dire qu'il vient empêcher les pierres de se déliter. Et en même temps, comme c'est le dessin d'une pierre qui, elle, s'est décomposée parce qu'elle était beaucoup plus friable, ce dessin vient indiquer un devenir possible quand même de friabilité. Alors, en fait, tu as raison. Quand je te taxais de scientifique, je crois que je me trompais, tu es plutôt archéologue versus lapidaire ou lapidarium. Alors, je pense que je suis tendue entre des recherches d'origine et des projections, c'est-à-dire que l'origine est matricielle. Dans l'origine, il y a plein de devenirs possibles qui sont… C'est de la nature de l'origine d'avoir une prospection. Voilà, exactement. Il me semble. Donc, c'est une archéologie, mais qui se projette, en fait. Et le dessin, et d'ailleurs, tu le saurais bien mieux que moi, mais le dessin a cette ambiguïté de pouvoir… une ligne peut-être trace, c'est-à-dire tracer, donc trace d'un geste, et en même temps dessin, EIN, projet, projection. DE, 2S, EIN, voilà. Le dessin, de faire quelque chose. Donc, de cette matrice, tu vas notamment réaliser, donc pour cette résidence, une intervention qui est assez étonnante, parce que tu crées un monde, en fait, comme si, d'ailleurs, on était dans de la science-fiction, quasiment, à un moment. Alors qu'en fait, je déploie juste le monde qui est dans la pierre et dans le territoire. Donc là, à nouveau, donc les pièces que vous avez vues juste avant ont été créées à partir du dessin de la pierre de schiste. Et ce dessin m'a aussi permis de créer cette pièce, mais plein d'autres encore. Et c'est le dessin que l'on voit, donc au premier plan, on voit les lignes très agrandies, et beaucoup plus encore agrandi derrière le champ parce qu'en fait, c'était vraiment à 360 degrés, le recouvrement. Et si on peut regarder juste la diapositive après, là, c'est vraiment le fond de la pièce. Donc, on voit le dessin qui est tout rétréci au centre. On voit bien, si vous repérez bien cette image, avec notamment cette espèce de triangle pointe en bas central, vous le retrouvez là-bas au fond, à gauche de la personne, qui n'est autre qu'Anaïs, je pense. Là, c'est moi, mais le visiteur était aussi invité à rentrer. Et on voit bien sur les bords là, de l'image que vraiment, ce sont des papiers qui sont… Entre la caverne de Platon et l'origine du monde de Courbet, où est-ce que nous sommes exactement? Voilà, je pense qu'il faudrait un vrai temps de réflexion là-dessus. C'est quand même assez probant, non? En tout cas, on est dans la suggestion de l'intime. Dans l'intime du minéral, alors. Du privé, de l'intime, ça voulait pas dire. Ça n'excluait pas le minéral. Voilà. Mais je pense qu'on est dans quelque chose qui est de cet ordre-là, puisqu'on est dans la clôture, tu disais 360 degrés, et que tu nous invites à pénétrer là-dedans. Donc c'est bien pour exsuder en quelque sorte tout ce qui est de la part de l'intime. Alors, je dirais un intime psychique peut-être, parce que ce principe de strate… Je prends volontiers le psychique. Voilà, ce principe de stratification de Freud qui parlait de l'inconscient comme un oignon et de fragilité, de friabilité à la fois, de construire à partir de choses qui s'émiettent. Je dirais que c'est plutôt des états mentaux, mais qui transitent par le corps, parce que c'est vraiment, je place les éléments
à partir du corps, c'est-à-dire je laisse on va voir peut-être dans comment je construis l'espace. Sous le papier, là, on voit bien que c'est pas tout plat, on voit bien que Ah oui, non, mais ça, la genèse nous renvoie à la matérialité la plus plate, ça c'est sûr. Mais le résultat tel qu'il est là, moi j'aime beaucoup, beaucoup cette image parce que elle est assez impressionnante quelque part. En fait, alors c'est vrai que la caverne de Platon, la caverne, c'est une image qui me parle beaucoup, mais ce qui va m'intéresser, c'est de remonter au flux qui génère la caverne. Et les premières personnes qui sont rentrées dans cette installation m'ont dit qu'ils avaient l'impression de plonger sous l'eau. D'accord. Et c'est le rapport aussi comment la roche calcaire vient passer par des moments à queue et comment les montagnes sont des émergences qui avant pouvaient être sous l'eau. Sous la mer, voilà. Plutôt... Alors, de ce mode opératoire, on va montrer d'autres propositions. Alors, voilà par exemple le making-of qu'on aurait peut-être dû mettre à... Non, c'était à son... Oh, c'est bien là aussi de découvrir... Mais voilà un making-of. C'est vraiment un extrait d'un petit film qu'elle a fait. Et vous voyez, vous avez la pile des photocopies, le foutoir, et je suis poli, de tout ce qui est découpage et tout ça. Je me permets, en fait, c'est très bien organisé. Si vous voyez sur la table… En fait, c'est bien organisé. Si vous voyez sur la table, alors ce que vous apercevez, alors un peu de gris, là, les petits tas qui sont vraiment à droite de la table, en fait, c'est vraiment les petites photocopies qui sont classées par taille. Donc, il y a plusieurs feuillets à la fois. C'est bien organisé, mais c'est organisé sur le tas. Tu as dit tout à l'heure qu'il n'y avait jamais de plan préalable. Alors, au niveau de l'agencement dans l'espace, oui, ce qu'on voit au fond, c'est vraiment la partie plus... alors, je ne vais pas dire non plus que ce n'est pas du tout organisé, mais c'est désordonné. C'est-à-dire, je casse l'ordre, mais il y a quand même un agencement dans l'espace. C'est-à-dire qu'il y a un ordre désordonné. C'est un agencement qui va un petit peu excéder... Enfin, je ne pourrais pas le mettre sur... Je ne sais pas qui serait capable de mettre ce type d'agencement sur un plan parce que vraiment, il y a des biais de tout type d'inclinaison. Et ce qui m'intéresse, c'est de construire des espaces que je ne pourrais pas mentaliser, en fait, qui ne sont pas rationnels. Et la manière dont je pose les plans, c'est vraiment lié à la manière dont le corps va s'approprier, arpenter l'espace, en fait. Je pose les éléments comme des signes de mon déplacement dans l'espace. Ce qui est assez impressionnant, c'est quand on voit cette image, puis qu'on revient en arrière et qu'on voit celle-ci, qu'on se dit, mais comment ça se passe dans la tête de l'individu qui conçoit cette chose-là? Il n'y a pas de programmatique malgré tout. Non, et moi, ce qui me stimule, parce qu'il faut quand même tenir sur la durée d'un processus qui est lent, laborieux, c'est que je n'ai aucune idée du résultat. Bon, maintenant, je commence à connaître mon travail, mais en fait, là, le principe un peu tourbillonnaire, c'est parce qu'il y a une courbe dans la forme même de la pierre et je ne fais que la suivre. Et en la suivant, l'image du tourbillon apparaît. C'est-à-dire que l'organisation même des éléments bric-broc là-bas au fond suivent la structure déjà de la pierre. En tout cas, là, il y a un principe de stratification qui est activé dans l'espace. Tout à l'heure, on avait la pierre de cristal qui venait rencontrer des volumes, des parallélépipèdes avec des angles. Oui, ou la témolia, le déploiement. Le feuilletage, tout à fait. Et là, la pierre qui est composée de strates vient être appliquée sur des strates dans l'espace et rendre l'espace architecturé friable. Alors, on va dire une chose, c'est que comme vous l'avez relevé, à partir de l'objet initial, stratus, cette installation porte le mot de stratum. On va dire que c'est le stratum numéro 1. Mais ce dispositif-là, Anaïs, depuis 2018, le développe selon les situations au fil du temps en différents endroits. Donc, il a connu d'ores et déjà 8 versions Stratum. Et pour l'annoncer, le 9e, c'est à Thonon-les-Bains. Mais c'est un état particulier, parce que Stratum 9, qu'elle est en train de préparer pour la nef de la chapelle de la Visitation à Thonon-les-Bains, rassemblera Stratum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
En tout Alors, cas, à les partir éléments. du 3, parce que celle-ci étant, le 1 étant en papier, Oui, je ne à pourrais partir pas du le 3, c'est vrai. À partir réaménager. du 3, moi, Mais mais on va, c'est ça. on va leur expliquer pourquoi à partir du 3 d'ailleurs, Voilà. parce qu'il y a un changement Alors, matérialité. voilà. On continue. Ah oui, il y a d'autres. Et il y a Cariops, que je voulais absolument montrer parce que c'est peut-être la première image que j'avais vue sur Internet, ou je ne sais plus, mais qui me fascinait aussi, cette façon, en quelque sorte, de venir t'adosser, là aussi, à la façade, donc à l'extérieur, et sur le même principe, c'est-à-dire que derrière l'apparence de cette accumulation, il y a pareillement tout un montage derrière qui vient s'adosser à la façade de ce centre d'art pour pouvoir ensuite appliquer la photocopie du même dessin. Non, ce n'est pas le même dessin. Alors, ce n'est pas le Non, même dessin. ce n'est pas le même dessin ici. Parce qu'évidemment, à la fois, il y a des fils qui se poursuivent, Oui. et puis il y a d'autres Il y a expériences qui viennent Bien l'enrichir sûr. et le scander. Et là, c'est quoi? Alors là, il s'agit d'une vue microscopique de grains de blé parce que je suis exactement à l'endroit, à l'ancien domaine des Villemorins. Et les Villemorins, c'est une famille qui a développé la variété des blés en faisant notamment appel à la génétique. Mais ça a été vraiment des précurseurs dans ce domaine-là. Et la génétique est basée sur un principe de duplication avec l'introduction de variations. Donc en termes de processus, ça m'intéressait fortement. C'est un variant génétique. Non, je fais Enfin, pas dire variant. Oui, si tu veux. Pour être dans le ton. Il se trouve que l'atelier qu'on m'a prêté était vraiment dans le bâtiment là, qui est maintenant occulté, enfin, qui était occulté ensuite par l'installation. Et c'était l'endroit où les grains de blé étaient ramenés parce que là où il y a maintenant un parking et plein d'autres bâtiments, avant c'était vraiment des grandes étendues de champs. Et dans un autre bâtiment de ce même domaine qui maintenant était un centre culturel, il y a aussi l'herbier Vilmorin qui est conservé et qui remplit une pièce entière qui a été classée monument, enfin, patrimoine et monument historique. Et qui, quand on les regarde, mais c'est impressionnant, c'est des feuillets qui remplissent les murs et qui sont en train de s'effriter totalement, avec quelques plantes qui dépassent, mais qui parlent aussi de ce papier. Enfin voilà, c'est à la fois des bâtiments qui ont été construits pour accueillir des végétaux en croissance et cette culture de la croissance, et qui en même temps conservent des traces qui affirment une temporalité qui se débite. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un autre type d'installation, mais dans le même principe, invasif évidemment, à l'extérieur. Là, c'en est un autre encore. Alors, on retrouve Stratum, donc on retrouve le dessin qui va servir de matrice à cette affaire, qui est le dessin de Suisse, de Sion, et ici, sur des supports qui sont plus de même nature. Voilà, il s'agit de plaques de PVC Forex. Plaques de PVC Forex, d'accord. On est sur des supports plans de bien plus grande dimension en termes d'unité et qui sont à la fois qui peuvent se rigidifier, tenir droit dans l'espace et qui en même temps restent très souples. Alors, pourquoi j'en suis venue à décliner Stratum d'une autre manière? C'est que j'arrive en résidence à Saint-Lô et moins d'une heure après mon arrivée, on me dit « mais tu sais que Saint-Lô est bâti sur une colline de schiste ». Et a été bâti, il n'y a pas de hasard. Et a été bâti avec ce matériau schiste. Il y a eu les bombardements, on voit toujours les remparts avec du schiste. L'église dont la façade a été bombardée a été remplie d'un pan de schiste local. Et puis sous le béton de la reconstruction, comme il y avait du réemploi, c'est-à-dire que dans l'urgence, on ramassait les bouts de pierre qui étaient tombés au sol, il y a des endroits où le béton maintenant se fissure et on voit le schiste en dessous. Donc ce qui m'intéressait, c'est qu'à la différence de la Suisse où le schiste venait déliter le mur, là le schiste pouvait être constructeur et tenir en partie, alors au niveau d'une partie des remparts notamment, tenir face au bombardement. Bon là je synthétise un petit peu. Et donc c'est là où je suis passée à un autre matériau
parce que je me suis dit, je ne vais pas recréer un nouveau dessin, je veux poursuivre l'histoire du schiste. Et je suis passée à un matériau beaucoup plus constructeur, donc qui est le PVC, et qui me permettait aussi de créer des formes beaucoup plus architecturées. Et puis de les dresser à la verticale dans l'espace. Voilà, donc là, l'architecture vient à travers la pierre, même si la lecture de ces formes architecturales est perturbée. Mais ça résonne en écho avec Pina Colombe, d'une certaine manière, puisqu'on est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre de la suggestion du bâti. Voilà, Pinaculum était un prémisse qui a permis ceci. Donc, une autre image de Saint-Lô, pour vous rendiez compte, donc Stratum 4. Là, on retrouve justement, vous voyez, comme quoi tout ça se traverse, hein, ce télescope. On retrouve Athémoïa sur un support qui est encore différent. Là, c'est du métal avec de l'adhésif pour métal. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est dans le travail qui a été mis en place avec Stratum en Suisse à Sion. Tu ne cesses de le faire évoluer, ce concept, en pensant aussi bien support que processus d'installation dans l'espace. Et c'est vrai que ça, c'est la richesse, en quelque sorte, de ce concept originel. Donc, on est toujours dans ta dynamique, dans cette énergie qui caractérise tout ton travail, de partir d'un point d'origine et d'essayer de tirer ce point et de voir comment il peut être prospectif. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si… C'est oui, tout à fait, voilà. Oui, tout est dit. Fait, Donc ça, c'était à Paris, dans les locaux de la revue Art Absolument. Peut-être certains d'entre vous, et je le dis sans aucune difficulté, j'avais fait avec Anaïs un entretien dans cette revue avec laquelle je travaille régulièrement. Et ils avaient trouvé le travail de Anaïs tellement fort comme cela visuellement qu'ils en avaient fait même la couverture. Et Dieu sait que ça a fait plaisir à tout le monde. Tout à fait. Et cette installation s'est aussi réagencée plusieurs fois, puisque ta première version était dans la galerie La Ferronnerie, et il n'y avait pas encore tous les éléments que l'on voit là. Donc, elle s'est non seulement réagencée dans l'espace, mais elle s'est augmentée aussi. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que si on reprenait le fil de notre entretien, on trouverait des récurrences verbales qui sont de l'ordre le réagencement, le dynamisme, l'énergie, métamorphose, la croissance, etc. Voyons. Autant que le délitement, qui est un processus. Autant que le délitement. Alors, vous voyez, nous sommes en 19 au Canada et on a une présentation ici, une image qui présente ici silicium 1. Ce qui veut bien dire qu'à partir d'un autre élément graphique, d'une autre matrice graphique, non plus le schiste argile de Sion, mais un élément silicium, tu viens faire une intervention qui est encore différente et qui est plutôt comme une espèce de contre-collage sur fenêtre. Oui, et là, je viens coller à l'architecture, pour le coup, existante. Je suis en Amérique du Nord et quand même, même si c'est un nouveau dessin, c'est quand même la suite de réflexions sur le cristal du Brésil qui me renvoyait à une expérience assez éclatée, diffractée que j'ai vécue là-bas. Et là, en fait, je vais dessiner une vue microscopique de cristaux de silice, qui est la matière qui compose le verre qui est à son origine. Et ce qui m'intéressait, c'est que quand on regarde sur un plan microscopique, on voit des formes qui sont à la fois très construites, très structurées, j'ai envie de dire presque architecturées, et en même temps qui suggèrent déjà un éclatement possible du matériau vert. Et là, le dessin, on voit bien un principe de répétition. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à lire la répétition des formes par un crescendo. Si on le voit, parce qu'il y a des éléments triangulaires avec des arêtes blanches là au milieu qui se répètent, on le voit assez précisément. Et donc, même la manière d'agencer le dessin vient comme ça construire un espace. Mais alors là, l'appréhension du regardeur, elle est différente, physiquement parlant. Elle n'est plus que visuelle, elle n'est pas vraiment corporelle, comme à Sion ou même dans les autres prestations qu'on a vues. Alors, on pouvait rentrer dans le bâtiment et pour l'inauguration, nous avons aussi couvert les portes. Et de l'intérieur, la vue est aussi très différente. Mais on est toujours dans cette… C'est bien la vue, c'est plus l'expérience physique.
C'est plus visuel que physique, il me semble. Je ne l'ai pas vu. Hein. Alors, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une forme de distance, puisque là, la forme est très architecturée. Ouais. Mais il y a quand même ce plaqué. principe de rentrer à l'intérieur et que… Oui, mais c'est plaqué. Alors, c'est plaqué, mais ce qui m'intéresse, c'était justement de sortir du plan de la façade et d'aller chercher sur le les côté, recoins, les volumes, éléments du côté. Et qui fait que quand on se déplace, il y a quand même un vacillement perceptif qui a lieu. Et de nuit, c'était éclairé de l'intérieur, ce qui fait que la perception évoluait aussi au fil des moments de la journée et de la nuit. Au FRAC à Marseille, on retrouve un dispositif de stratum dans cette évolution avec le PVC et une occupation très très dense de l'espace. Hein, c'était très serré. On ne pouvait pas rentrer dans l'espace. Il y avait juste un chemin en bordure. En bordure, c'est bien ça. Avec une remontée sur le… Mais ce qui est intéressant, comme vous voyez, c'est effectivement, comme elle dit aussi, une remontée et comment elle occupe de plus en plus en hauteur aussi, à l'intérieur d'un bâtiment. Et c'était un peu le… Moi, j'ai le souvenir de l'avoir vu au mois de février, là, 2020, et il y avait quelque chose qui était… là encore, de cet invasif qui pouvait être ressenti évidemment à Sion, mais ce n'était pas de la même manière. C'était un invasif qui vous débordait par-dessus la tête, si je puis dire. Alors qu'à Sion, on pénétrait sans doute. Pas le même type de rapport physique. Je ne sais pas si ça, ces différenciations d'appréhension de l'espace, ce sont des éléments sur lesquels tu travailles en en amont pour obtenir un rendu en quelque sorte. Est-ce que le ressenti physique du regardeur est quelque chose que tu mets en jeu dans la manière dont tu vas intervenir? Oui, mais à mesure que j'interviens. À mesure que c'est en intervenant. À Sion, par exemple, dans cette installation immersive, comme il y en a eu d'autres ailleurs, il restait des morceaux de photocopie au sol qui n'étaient pas fixés. Et quand on marchait dessus, ça glissait un tout petit peu. Voilà, et c'est à chaque fois, qu'est-ce que l'espace me permet? Et c'est des dialogues avec les possibilités d'espace, parce que au plateau expérimental du FRAC PACA, il y a des issues de secours, il y a des contraintes d'espace, et tout ça, on s'adapte et ça va générer des possibilités ou des impossibilités. Et à l'intérieur des impossibles, j'ai cherché des possibles. Alors j'aimerais juste dire que, en fait, je me suis dit que cette pierre de schiste qui est composée de strates m'amène aussi à mettre en strates toutes les résidences, toutes les expériences de lieux que j'ai vécues. Et là, Stratum 4 est un petit peu comme une boîte en valise parce que toutes les formes faisaient référence à tous les lieux que j'avais traversés en résidence et étaient en quelque sorte un condensé, une mémoire, un labyrinthe d'espace et de temps. On est dans le feuilletage à nouveau. Un feuilletage, une réactivation. En fait, c'est beaucoup des choses aussi qui passent par la mémoire, le travail de la mémoire. Voilà, et comment le cerveau accumule. Donc tu parlais d'archéologie, mais c'est une mémoire qui est prospective aussi parce que c'est à ce moment-là où je me suis dit que lors de mes prochaines résidences, j'allais continuer cette stratification, mais à partir de formes qui allaient être issues des prochains lieux de résidence. Et des prochaines matérialités peut-être. Exactement. Alors, pour terminer, on va terminer sur cette image relativement récente, elle est de quelques semaines. Oui, j'ai eu la chance pendant le deuxième confinement d'être en résidence à Bourges. Alors, vous voyez, on est en 2021. Tout à l'heure, on était avec Marseille 2020. On était Stratum 4, Stratum 8. Il y en a eu quand même entre les deux, hein, 3 ou 4 qui sont intervenus. Et après Bourges, le prochain, ce sera donc Thonon. Et ici, tu peux nous dire comment la décision a été prise de faire cette organisation? Parce que là, c'est vraiment très rationalisé. Il y a un crescendo, on retrouve la croissance évidemment, il y a une organisation centrale par rapport à l'espace. Il ne te plaisait pas cet espace sur ton pourtour? Comment ça? Tu ne l'as pas occupé le pourtour. Ah, parce qu'il y a une autre installation à côté qui en papier, en module, qui recouvrait tout. Ah, d'accord. Oui, là, on voit qu'une partie de la restitution. Ah non, je n'aurais pas pu. Juste, non, mais ça m'intéressait aussi d'avoir une présence de ces éléments qui dessinent une pointe, un triangle dans l'espace.
Alors, en fait, pendant cette résidence, il y avait plusieurs pièces et j'ai pas cessé de travailler sur ces formes triangulaires. Alors, au départ, on ne sait pas pourquoi. Et puis, en fait, j'étais en lycée agricole, donc il y avait tout le principe de culture, de croissance, de poussée, de percée. Il y avait une fascination pour la cathédrale de Bourges avec un vertige des pinacles multipliés dès qu'on levait les yeux. Et puis l'histoire d'une flèche qui a été perdue, qui a été démontée, et d'une cathédrale qui a été très fragile et consolidée plusieurs fois dans son histoire. Et puis, ces champs aussi étaient des champs de tir, des champs, il y a beaucoup d'activités d'armes sur place. Donc, il y a quelque chose dans ces pointes qui, en effet, est un peu agressif. Donc, c'est une forme très simple, mais qui condensait plusieurs éléments du contexte de manière très ambiguë. Et puis, sur le plan technique aussi, alors, ce n'est pas que de la croissance, parce que c'est la première fois que j'inclinais les plans. Peut-être que vous le voyez au niveau de la tranche qui est blanche, qui apparaît du PVC. Elles ne sont pas toutes droites. Elles s'inclinent et c'était la première fois que j'osais ce vacillement à la lisière du déséquilibre. Et que malgré tout, ça tenait droit. Mais c'est très fragile, en fait, malgré ce que ça a l'air... Et voilà, et ça dessine un grand triangle à partir de petits triangles. Mais là, vous l'avez compris. Voilà. Je crois qu'il est largement temps de dire de conclure, puisque très gentiment, vous nous avez suivis jusqu'à cette heure un peu déjà avancée. Donc, vous l'avez compris, Stratum 9, rendez-vous à Thonon-les-Bains à partir du 18 juin, où vous aurez donc une proposition qui va rassembler un certain nombre d'éléments que nous avons vus ce soir, à savoir dans la nef, une sorte de condensé de stratum 3 jusqu'à stratum 8, et puis pinaculum aussi, qu'on retrouvera, mais dans un dispositif qui n'est pas défini, puisque rien n'est défini d'avance, et puis aussi une petite salle où vous retrouverez des éléments de faïence. Et comme j'aime bien les complémentarités, je vous informe aussi, parce que j'ai vu qu'Elsa Briand nous suivait, qu'à la galerie du Dourven, il y aura la suite de l'exploration de la pierre de lave, et qu'à l'Art dans les Chapelles, aux alentours de Pontivy, tout ça cet été, ce sera plutôt l'univers du granit. Bon, vous l'avez compris, nomadisme, c'est vraiment le mot-clé de cette artiste qui est tout à fait étonnante, hein, et vous la trouverez donc en beaucoup d'endroits et encore en beaucoup d'autres. Si nous sommes ce soir réunis à Paris, elle arrive de Laval, elle va en repartir, après elle ira là, après elle ira là. Pas facile de la suivre, hein, toujours. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle nous a donné du temps ce soir et qu'on ne peut que t'en remercier, Naïs. Merci à toi.